Bonjour, bienvenue à tous, Parlement Hebdo. Bonjour Aude Morachini. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. 45 minutes pour développer l'actualité politique et parlementaire. Et l'actualité cette semaine est très chargée. Les mois après le viol et le meurtre d'Agnès, cette collégienne de Haute-Loire. À peine le choc et l'émotion passée, le gouvernement annonce en Conseil des ministres un projet de loi sur l'exécution des peines, comprenant de nouvelles mesures contre la récidive. Eva Joly sème la zizanie, attaque au vitriol contre le candidat socialiste François Hollande, démission de son porte-parole. La candidate des Verts pourra-t-elle tenir? Le doute est permis, même dans son propre camp. Au Sénat, la partie recette du projet de loi de finances 2012 a été votée, mais totalement modifiée par la majorité de gauche. Dans le même temps, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, annonce une série de mesures. Il veut un Sénat économe et plus transparent. Et avec nous pour commenter l'actualité de la semaine, Chantal Joanneau. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes maintenant sénatrice UMP de Paris, arrivée à la Haute Assemblée avec les élections de septembre. Vous avez alors quitté votre portefeuille de ministère des Sports, de ministre des Sports. Ça fait environ maintenant 2 mois donc que vous siégez au Sénat. C'est un choix que vous ne regrettez pas? Ah, pas du tout. Non, c'est un choix. C'est votre premier mandat de parlementaire, donc. C'est mon premier mandat de parlementaire, exactement. Après avoir été conseillère régionale aussi à Paris. Non, je regrette pas du tout. Déjà, c'était un engagement. 2, c'était vis-à-vis de Paris aussi, c'est un engagement, se consacrer à Paris. Donc, je pense qu'il ne faut pas trahir notre engagement vis-à-vis des électeurs. Sénatrice de droite dans un Sénat de gauche, c'est compliqué? Alors c'est compliqué, j'ai pas connu la précédente situation en tant que sénateur, donc je peux pas comparer. J'aurais préféré que le Sénat reste à droite, bien évidemment, ça aurait été bien moins compliqué pour le gouvernement. Et puis surtout, on se trouve là avec un Sénat extrêmement entre guillemets politisé. C'est inévitable. On va le développer un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est effectivement un Sénat beaucoup différent de ce qu'on vous avait raconté les autres sénateurs, par exemple. C'est très différent parce que moi j'ai connu le Sénat en tant que ministre dans du travail de fond, avec des conciliations possibles, avec des compromis possibles transpartis, souvent d'ailleurs parfois sur le dos du gouvernement. Donc en tant que ministre, il m'est arrivé de me faire battre, mais sur un travail de fond extrêmement dur. C'est-à-dire que pour un ministre, c'était pas facile, c'était beaucoup plus difficile d'argumenter au Sénat parce qu'on n'était pas dans des clivages politiques, on n'était pas, les sénateurs de droite ne suivaient pas toujours, loin de là, la ligne du parti. Il y avait une recherche de consensus qui n'est plus aujourd'hui, c'est ça? Qui n'est plus du tout. Non, là on est sur un clivage très fort et voilà, c'est pas. Vous avez l'impression de faire partie de l'opposition, là, en quelque sorte. Ah, on fait partie de l'opposition dans le Sénat, oui, c'est évident. Avec évidemment un positionnement très compliqué. Vous n'avez pas de marge vraiment vis-à-vis du gouvernement, c'est évident. Mais vous faites vraiment partie de l'opposition ici. D'ailleurs, on le voit même dans l'organisation des débats, on le voit dans les prises de parole. Un climat qui a totalement changé pour votre groupe. Alors vous êtes sans doute mieux à même que moi, puisque vous êtes des observateurs, vous êtes mieux à même que moi de le dire, mais je pense que c'est un climat qui n'est pas du tout celui que vous avez connu et qui se rapproche beaucoup de l'Assemblée nationale. On va parler du reste de l'actualité. Lundi, l'actualité est marquée par la mobilisation du gouvernement après la mort d'Agnès. Interrogation et stupéfaction après le meurtre de la collégienne. Nouvelle polémique sur des failles éventuelles dans la chaîne pénale. Face à l'émoi et la polémique, le gouvernement annonce une série de mesures sur l'évaluation de la dangerosité des mineurs. Un sujet signé Johan Rolla. Sur le perron de Matignon, ce soir, 3 ministres côte à côte. Claude Guéant, Luc Châtel et Michel Mercier, venus annoncer de nouvelles mesures anti-récidives en matière de crimes sexuels. Personne qui a commis d'abord un crime sexuel particulièrement grave doit être placé en centre éducatif fermé lorsqu'il est mineur. Deuxième point, il faut partager l'information entre les services. Faire en sorte que la justice, l'intérieur, l'éducation nationale et la santé communiquent entre eux pour s'informer sur le fait qu'il y a un criminel qui a commis un crime particulièrement grave qui est situé dans tel ou tel point. Précision du Premier ministre, désormais, les chefs d'établissement scolaire ne pourront plus ignorer le contenu du casier judiciaire de leurs futurs élèves.
Pour le gouvernement, pas question de donner l'impression de mettre sur l'ouvrage une nouvelle loi d'émotion. Pour les proches du candidat socialiste François Hollande, la réponse n'est plus un problème de texte. Les dernières lois votées ne sont pas toutes inefficaces, certaines le sont. La plupart n'ont pas reçu les moyens d'être appliquées sur le plan budgétaire. Donc voter des lois, ça peut être utile, ça peut être nécessaire, même parfois, même dans ce domaine. Et même si beaucoup ont déjà été votés, le problème, c'est que la plupart du temps, ces lois ne sont pas applicables faute de moyens. Ce soir, les parents d'Agnès ont fait savoir qu'ils s'opposeraient à toute politisation du meurtre de leur fille, qui vient pourtant une nouvelle fois de remettre la question de la récidive au cœur de la bataille présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez notamment à l'opposition qui dit qu'on répond à l'émotion par la loi encore une fois? Non, mais d'abord, je voudrais juste dire que c'est ignoble ce qui se passe. Le crime est ignoble. On est encore dans une période de deuil pour la famille et pour les proches. Donc enfin, moi j'ai une pensée pour eux quand ils voient ce déballage. Et d'abord je pense à eux. C'est vraiment, le crime est ignoble. C'est ce que personne ne peut imaginer pour ses propres enfants. Et c'est vrai que la polémique politique immédiatement après les faits, elle leur rajoute de l'ignominie à l'ignoble. Donc voilà, je trouve que tout ça est assez indécent. Et concernant la loi, est-ce qu'il fallait absolument, encore une fois, légiférer? Là, sur la loi, on est bien évidemment qu'il y a toujours des problèmes d'application, qu'il faut toujours adapter les textes à la réalité. Il y a eu toute cette polémique avec les responsables de l'établissement qui ont dit on ne savait pas que cet élève effectivement avait un tel passé. Donc il y a des adaptations qui sont faites, mais moi simplement je dis que le temps du deuil n'est pas fini et je n'aime pas du tout cette polémique. Il faut juste que la justice arrive à suivre en termes de moyens, c'est toujours ce qu'ils disent, même s'ils ne contestent pas forcément les mesures qui ont été décidées. Oui, là, après, en termes de mesures, que ce soit sur l'exécution des peines, on a déjà réduit en fait le problème de l'inexécution des peines, puisqu'on est passé de 100 000 peines non exécutées en janvier à 85 000 aujourd'hui. Donc il y a des mesures qui ont été annoncées sur l'augmentation des places de prison, sur les mesures pour les mineurs, les centres éducatifs fermés. Je dirais même que d'ailleurs, même l'opposition sur ces différentes mesures n'a pas en réalité vraiment formulé d'opposition. Mais le débat politicien tel qu'il s'est exprimé, mais quasiment le jour même, c'était ignoble. Mais sur ces centres éducatifs fermés, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu finalement 4 ans? Ah non, le gouvernement a commencé à les faire. D'ailleurs, au départ, jusqu'aux annonces de mercredi. Au départ, dans une polémique assez forte, puisqu'on nous a opposé qu'on ne pouvait pas mettre les jeunes dans des centres éducatifs fermés. Il y avait vraiment beaucoup de polémiques au départ. Il n'y avait pas de vrai consensus sur les centres éducatifs fermés. Donc les choses ont évolué. Sur ce point-là, oui. Donc là, effectivement, d'ailleurs, le budget de la justice est le seul budget, enfin l'un des deux seuls, qui ne baisse pas avec celui de la recherche et de l'enseignement supérieur, et même qui augmente. On va passer au mardi, si vous le voulez bien, avec l'UMP qui planche sur son programme économique pour 2012. En ce mardi, donc, l'UMP présente le volet économique de son projet présidentiel pour 2012. La convention s'intitule « Le rendez-vous du courage », mais sur le fond, l'ambiance est bien plutôt à la prudence, notamment sur l'idée d'une TVA sociale. Explication de Germain Andrieux. C'est la première convention nationale de la majorité avec à la clé une synthèse des propositions économiques et sociales pour 2012. À Lambersart, à 2 pas de Lille, la première mesure clé est l'un des thèmes favoris de l'UMP, la fin des 35 heures. Nous allons parler aussi des 35 heures, de Madame Aubry qui ont été une connerie dont nous ne nous remettrons jamais assez. Pour autant, pas question de changer la durée légale du temps de travail. Pour sortir définitivement des 35 heures, la majorité propose aux partenaires sociaux de négocier branche par branche. Autre proposition clé, la refondation du financement de la protection sociale pour rendre les entreprises plus compétitive. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, après beaucoup de dialogues, beaucoup de débats entre nous, c'est qu'il fallait mettre en place une fiscalité anti-délocalisation, donc un dispositif global qui amène un nouveau financement de la protection sociale en France et qui peut reposer sur différentes sources de financement. À la clé, un nouveau bouquet fiscal avec plusieurs pistes pour financer la branche famille, comme une hausse de la TVA à taux réduit et de la CSG, contre une baisse des charges pour les entreprises. Mais surtout, pas question de prononcer les mots tabous, TVA sociale. On n'a jamais parlé de TVA sociale, on parlait de TVA anti-délocalisation, mais la formule de fiscalité anti-délocalisation, qui était celle proposée par Bruno Le Maire, est
infiniment meilleure parce qu'elle a l'avantage d'intégrer toutes les formes de fiscalité. Ça peut concerner l'impôt sur les sociétés, la TVA, l'impôt écologique que défend Nathalie au niveau européen. Ça peut concerner la CSG. Tout ça, c'est à réfléchir. On lance ces éléments dans le débat. Il reste donc à définir les contours et à évaluer le coût de l'ensemble du projet UMP. L'objectif reste 0 €, mais une réunion de chiffrage a déjà été fixée pour le 15 décembre, après la 3e et dernière convention de synthèse. Alors Chantal Jouanneau, sur les 35 heures, on va vous poser la question que tout le monde a posée cette semaine. Si les 35 heures sont si mauvaises que cela, pourquoi ne les a-t-on pas supprimées plus tôt? Pourquoi est-on toujours en fait, la raison était assez simple, c'est pour éviter aux entreprises la double peine, puisque quand elles ont mis en œuvre les 35 heures, ça leur a coûté, puisque on est passé de 39 heures de travail à 35 heures à salaire constant, donc ça leur a coûté. Et si on avait dû revenir à 39 heures à l'époque, bien évidemment qu'on ne l'aurait pas fait à salaire constant. Mais même progressivement. Donc, dans le contexte, il y avait le temps sur ce quinquennat. Dans le contexte actuel, honnêtement, je ne suis pas sûre que le contexte soit l'augmentation des charges pour les entreprises qui, aujourd'hui, doivent d'abord créer des emplois. Donc, c'était pas possible. En 2007. À l'époque, en 2007, en pré-période de crise, parce que la crise, elle a commencé quand même au début de l'année 2008, les prémices. Donc, c'était pas possible à l'époque de commencer. C'est pour cela qu'il a été choisi d'alléger le système via les allègements de charges sur les heures supplémentaires, qui aujourd'hui bénéficient à 9 millions de salariés. L'avantage de l'allègement des charges, c'est que ça ne pèse pas sur les entreprises et en même temps, ça permet aux salariés d'avoir du pouvoir d'achat en plus, parce qu'il y a 9 millions de salariés qui en bénéficient. Chantal Jouanneau, c'était quand même dans l'agenda prévisionnel du président Sarkozy, du candidat Sarkozy en 2006-2007 quand même. C'était dans son agenda, mais il n'y avait pas de consensus sur le sujet. Puis alors surtout, je vous dis, le contexte économique était vraiment pas favorable. Mais le système qui a été choisi, in fine, très honnêtement, on ne va pas se voiler la face, ça revient quasiment au même en réalité, avec l'allègement de charges sur les heures supplémentaires. Mais alors aujourd'hui, on le dit, vraiment, Jean-François Copé le dit, on veut supprimer les 35 heures, on revient aussi sur des propositions, on l'a entendu, qui étaient déjà à l'agenda de 2006. En fait, c'est tout ce qui n'a pas été fait depuis 2007, cette proposition de l'UMP. Sur la TVA anti-délocalisation, ce n'était pas en 2006. Ça a été évoqué par d'autres après, mais ça n'était pas dans l'agenda du président de la République. Sur les 35 heures, d'aller plus loin et de renvoyer aux partenaires sociaux, j'allais dire, plus de liberté dans leurs négociations, pourquoi pas? À la limite, c'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de voir si, en fonction des secteurs, ça peut avoir un intérêt. Sur la question ensuite de la TVA anti-délocalisation, donnez-lui le nom que vous voulez. Au départ, devait être la TVA sociale, qui a l'air d'être un peu abandonnée. Alors, c'est pas... En fait, le vrai débat qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que dans notre pays, on a un problème, ce qu'on appelle un problème d'offre, c'est-à-dire de fragilité de nos entreprises qui ne sont pas nécessairement positionnées sur les bons secteurs et qui surtout ont des charges importantes. Il y a tout un débat qui a été ouvert par le président de la République pour basculer la fiscalité qui pèse sur le travail vers d'autres formes de fiscalité et notamment pour basculer le poids des charges sociales vers d'autres formes de fiscalité. Ça ne fait pas consensus, puisque historiquement, effectivement, ce sont les partenaires sociaux qui, entre guillemets, sont les partenaires du système de protection sociale. Donc si on balance ça sur la fiscalité, quelle sera leur place? Donc il y a tout un débat ouvert avec un qui n'a pas été au Conseil Oui, mais il a justement renvoyé aux partenaires, aux partis, dans le cadre d'un futur Haut Conseil, le soin de réfléchir à cette question du financement sur la protection sociale. Et ça va au-delà. Moi, quand j'avais porté la contribution carbone, c'était bien dans l'idée de dire il faut moins de charges sur le travail et les faire basculer sur de la pollution ou sur d'autres vecteurs. En tout cas, ce qu'on a vu lors de cette convention, c'est que le projet économique n'est pas du tout bouclé du côté UMP. On est encore en phase de réflexion, mais enfin... pas de chiffrage. Ceci dit, si, le chiffrage, c'est zéro impôt et c'est zéro dépense. Donc ça, celui-là, il est assez simple, il est fait, il est tout de suite fait. Mais c'est un vrai bon débat de s'engager sur des réformes structurelles et de revoir à fond notre système de fiscalité. Je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprendre les recettes du siècle précédent. L'opposition entre les keynésiens et les classiques, elle est terminée. Ce monde-là, il est terminé. Donc dans le monde qui s'ouvre, poser ce débat de fond, se dire la fiscalité écologique, c'est une fiscalité d'avenir, se dire on réduit les charges sociales, ce qui permettra d'augmenter les salaires nets, parce qu'on a aussi des salaires nets beaucoup trop faibles en France. Ça, c'est un bon débat de fond, je trouve, c'est un débat sain. Et il n'a pas à être autant instrumentalisé. Chantal Jouanneau, un mot quand même sur l'UMP.
Paris, Rachida Dati. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Non, on ne peut pas s'en empêcher parce que finalement, encore une fois, cette semaine, il a encore été beaucoup de questions d'attaque de Rachida Dati. Xavier Bertrand lui-même dit halte au feu. Est-ce que vous aussi, vous dites aujourd'hui halte au feu entre François Fillon, Rachida Dati et l'UMP? Je dis globalement, halte au feu. Ça suffit de mettre le feu à l'UMP à Paris. On n'a pas besoin de ça. On est déjà suffisamment bas. On est déjà effectivement suffisamment discrédité à l'égard des Parisiennes et des Parisiens. Donc stop. Qu'on parle un peu de fond. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut lui proposer à Rachida Dati aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut lui donner comme... Alors déjà, je trouve que cette espèce d'idée de deal, alors comment est-ce qu'on marchande pour que tu te testes, c'est assez... c'est pas terrible. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais c'est pas terrible aux yeux de l'opinion publique. Donc moi, ce débat-là, tous ces bisbis-là, pour l'instant, effectivement, je m'en suis jamais mêlée pendant la campagne. Vous en êtes un peu des éloigné. sénatoriales, je m'en suis dit... Déjà pendant les sénatoriales, je n'ai jamais répondu aux attaques. Mais ça va revenir. Jamais. Je continue mon bonhomme de chemin pour faire du travail de terrain, travailler sur un projet. Et voilà, chacun règle ses... Vous plongez quand même dans la bataille pour 2014 à Paris. Et je me plonge dans la bataille pour 2014. Candidate dans le 12e arrondissement. Alors, dans le 12e arrondissement difficile pour la droite. Oui, mais enfin, si on va là où c'est facile, c'est pas très drôle. Hein. François Fillon, lui, il a sur le terrain facile. Oui, enfin, moi, je commence ma carrière politique, donc j'ai plutôt à faire mes preuves. C'est pas le cas de François Fillon. Il a déjà... Et lui, c'est plutôt... Je veux dire, c'est des cadeaux des gens qui viennent de cette qualité, qui viennent à Paris. Et Rachida Dati, le 7e arrondissement, c'était un cadeau. On devrait se dire quand même que c'est une excellente chose que des personnes de qualité viennent à Paris, quoi. Donc, il vaut mieux moi, pas c'est justement le 12e arrondissement. les faire combattre dans des arrondissements plus difficiles ou dans des circonscriptions plus difficiles. Écoutez, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique à deux balles. Voilà, donc je ne vous répondrai pas. Donc moi, c'est le 12e arrondissement. C'est le projet pour Paris demain. Ça m'intéresse. Le reste, honnêtement, ça m'intéresse. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est pas comme ça que je vois la politique. Alors, on va passer à autre chose. Mardi, toujours, les maires de France sont réunis en congrès à Paris. Au menu des débats, la crise, bien sûr. Le gouvernement leur demande de faire des efforts. C'est la grogne des maires. Reportage Fabrice Cunet. Tapis rouge pour les maires et représentants de collectivités locales. Ce salon de la Porte de Versailles, c'est un vaste marché où l'on signe des contrats pour tout type d'équipement. Mais avec une idée directrice, trouver des économies. Aujourd'hui, donc on essaye de faire le moins de dépenses possible, du moins faire les dépenses beaucoup plus intelligemment qu'une fois. Autour des tables, on négocie. On fait jouer la concurrence pour faire baisser les prix aux exposants de s'adapter. Ils cherchent peut-être un peu moins du gros matériel, ils cherchent peut-être plus du matériel polyvalent, mais surtout au niveau énergie qui consomme moins, qui fait moins de bruit. Non, pas de morosité pour l'instant chez nous. Maintenant, wait and see. Officiellement, pas de morosité donc des élus locaux malgré la crise. Pas de morosité mais un peu d'agacement après les récentes réformes territoriales. Alors à gauche, on n'hésite pas à dénoncer la politique menée par le gouvernement. Ça fait fort longtemps qu'elle se serre la ceinture, par obligation, parce que les dotations de l'État diminuent et que l'État étranglant les collectivités locales, il y a bien longtemps que les collectivités locales ont compris qu'il fallait serrer, donc c'est ce qu'elles font. Face aux critiques, François Fillon revoit à la hausse les 3 milliards d'euros dégagés sur les fonds d'épargne des Français. Nous sommes prêts, avec la Caisse des dépôts et consignations, à porter à 5 milliards le niveau de ces fonds pour faire en sorte que les dépenses de la fin de l'année et du début de l'année 2012 soient assurées. L'enjeu est évidemment électoral. Quelques semaines après le revers au sénatorial et avant la campagne présidentielle, le gouvernement tente de reconquérir son électorat local. Un électorat local, et on se souvient lors des élections sénatoriales, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a promis des états généraux de la démocratie territoriale, tout simplement pour redonner la parole à ses élus. Vous les sentez inquiets, ces élus ? Les élus inquiets, un élu qui n'est pas inquiet, c'est pas un bon élu. C'est structurel chez un élu d'être inquiet. Non, mais ceci dit, les élus sont inquiets. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien qu'on a une situation qui est assez compliquée. Là, bien sûr, on parle des maires, et qu'il y a donc aussi des besoins sociaux qui s'expriment. Donc les maires font effectivement des efforts depuis longtemps. On a quand même un vrai problème sur la dépense publique des collectivités territoriales, tout particulièrement dans les départements et dans les régions, qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer. L'État fait des efforts. On fait des efforts aussi sur la dépense sociale. Il est normal que les collectivités puissent aussi participer à cet effort. Mais je mets à part les communes qui sont, elles, sur vraiment des dépenses, ce qu'on appelle des dépenses de fonctionnement, des dépenses sociales qui sont quasiment des dépenses contraintes. Et Nicolas Sarkozy n'est pas venu au Congrès des maires cette année. Il était venu l'année dernière. C'est pas un peu dommage ?
Écoutez, je ne sais absolument pas pourquoi il a reçu les maires. À l'inverse, c'est très dommage que le président du Sénat n'ait pas souhaité assister à la réunion qui a été organisée à l'Élysée, à laquelle il était convié. Je trouve qu'il n'a pas aimé qu'il n'y ait pas eu marqué président du Sénat à côté de son nom. Bon, enfin, voilà, on n'est pas à la cour d'école, donc c'est pas très républicain. Et c'était pas très républicain de ne pas être question d'actualité non plus. Mais ça n'est pas plutôt au président. Généralement, c'est un peu la tradition. François Fillon s'est déplacé pour aller devant les maires. Écoutez, je ne connais pas l'agenda du président de la République, donc peut-être que son chef de cabinet pourrait vous répondre. Toujours est-il qu'il a reçu les maires, effectivement, et traditionnellement, que ce soit majorité ou opposition, en général, l'opposition vient aussi. Enfin, j'ai jamais vu de difficulté, c'est la première fois que je vois sur ce point. Allez, en ce mardi toujours, les propos de Yannick Noah sur le dopage arrivent dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement à l'Assemblée. L'ex-champion de tennis a fait sensation le week-end dernier en demandant la légalisation de la pratique du dopage dans le sport. Votre successeur au ministère des Sports, sans surprise, n'a pas apprécié. On l'écoute. Il s'agit de propos extrêmement graves et totalement irresponsables. Qu'est-ce qu'on dit à notre jeunesse? Est-ce qu'on veut une société qui choisit la facilité, qui bafoue le travail, qui bafoue l'humilité, qui bafoue la remise en question, qui bafoue tout ce que le sport peut mettre en valeur? Ou est-ce qu'on choisit une société qui est responsable, qui travaille dans l'abnégation, dans l'humilité et qui se remet en question chaque jour? Eh bien, ma vision de la société, la vision du gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République, elle est claire. Nous luttons contre cette tricherie, comme nous luttons contre cette vision de la société qui, elle aussi, tend à légaliser des drogues qui ne sont plus douces, mais qui sont des drogues dures. Voilà ce qu'est ma position. On suppose que vous auriez répondu de la même façon. Ah, très largement. Est-ce que quand même, à sa façon provocatrice, Yannick Noah ne dit pas quelques vérités, que le dopage existe toujours dans le sport à haut niveau? Il n'y a pas d'hypocrisie générale? Non, il n'y a pas une hypocrisie générale. Le dopage existe. Il existe, ça, bien sûr qu'il existe. Et on lutte contre. Et on lutte contre dans la continuité depuis Marie-Georges Buffet, que vous avez montré sur les images, qui a été la première à s'engager sur ce sujet, alors qu'à l'époque, on lui disait non, non, mais écoutez, il n'y en a pas, ou laissez faire, enfin. Donc non, on lutte contre. Et il y a des progrès énormes dans la lutte contre le dopage. Le Tour de France d'aujourd'hui est 10 fois plus contrôlé que ses prédécesseurs. On est capable de faire des passeports biologiques pour suivre les sportifs dans leur parcours depuis le départ et de voir justement s'il y a des progressions tellement fulgurantes qu'elles ne sont pas du tout crédibles. Donc c'est faux. Et surtout quand il dit que les Espagnols nous battent parce qu'ils sont plus dopés, mais je souhaiterais quand même qu'ils regardent les résultats de la France dans d'autres sports que le tennis, qui regardent l'athlétisme, qui regardent la natation, qui regardent le judo, qui regardent le karaté. Et puis c'est pas sympathique à l'égard de son fils. Son fils qui est quand même ultra sympathique. J'ose pas croire qu'il se réclame dopé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui ont une politique moins stricte en matière de dopage? Nous, on est très strict, ça c'est vrai, et on est strict dans la lutte et maintenant dans la prévention, ça c'est vrai, mais parce que le dopage, quand on voit les conséquences sanitaires que ça peut avoir, quand on voit le message que ça diffuse à l'égard des jeunes, c'est catastrophique. Donc ça c'est vrai, mais on a aussi une agence mondiale de lutte contre le dopage qui veille justement à ce qu'il n'y ait pas de pays qui fasse cavalier seul. C'est son travail. Donc certes il y a des pays, évidemment qu'il y a des tentations, mais on a aujourd'hui un système mondial de lutte contre le dopage. Et par exemple, dans le cyclisme, la généralisation de ce fameux passeport biologique, ça évitera qu'il y ait des pays qui fassent, entre guillemets, cavalier seul. Mais c'est grave, vraiment, le message que l'on donne est très grave, parce que si on a une politique des sports, c'est qu'on estime que le sport véhicule des valeurs vertueuses. Et dans ces valeurs, il y a notamment la méritocratie, c'est-à-dire que si vous faites des efforts, vous progressez dans le sport. C'est ça qui est extraordinaire. Le sport, ça fait tomber toutes les barrières sociales grâce à cela. Ça a des vertus éducatives. Donc, aller diffuser ce type de message, surtout avec une personne aussi médiatique et appréciée des Français, mais c'est une catastrophe. C'est monstrueuse. Monstrueuse erreur. Part de provocation. C'est une part, non, mais c'est même pas de la provocation, c'est comment vous faites du buzz, c'est tout. Et ça, je trouve ça monstrueux. On n'a pas le droit, pour son propre buzz, de diffuser des messages pareils à l'égard de nos enfants. On passe au mercredi. La candidate des écolos fait douter ses propres partisans.
Eva Joly est-elle la bonne candidate écologiste pour 2012? Après une petite traversée du désert, la voici cette semaine de retour dans les médias. Très critique vis-à-vis de l'accord avec les socialistes, à tel point que son porte-parole claque la porte. Récit du nouveau feuilleton au sein de la famille écologiste. C'est signé Jérémy Hartmann. Depuis son retour médiatique hier, la candidate d'Europe Écologie multiplie les attaques. D'abord, dans les pages du Monde. Les socialistes, du bois dont on fait les marionnettes selon elle. Aux 20h de France 2 ensuite, Eva Joly s'en prend à l'accord signé avec le PS. C'est vrai que cet accord ne me faisait pas plaisir, il ne me fait pas rêver. Et pour finir ce matin sur RTL, la candidate écologiste refuse de soutenir clairement François Hollande pour le deuxième tour de la présidentielle. Est-ce que vous appellerez, s'il est qualifié pour le second tour, à voter pour François Hollande qui s'est engagé à poursuivre la construction de l'EPR de Flamanville? Nous avons toute la période des présidentielles, des élections, de la préparation pour discuter du nucléaire. Et moi, j'ai tout ce temps pour convaincre mes concitoyens que la voie, elle passe par la sortie du nucléaire. Pouvez-vous répondre, Eva Joly, à ma question? La fermeture des centrales de Flamanville. Pouvez-vous répondre, Eva Joly, à ma question? Écoutez, pas là, non. Par radio interposée, les socialistes ripostent. Est-ce que Mme Joly est devenue une candidate indépendante qui vit sa vie toute seule? Ou est-ce qu'elle est la candidate des Verts? Moi, je pose la question. La question, les écologistes se la posent aussi. Ce matin, Yannick Jadot va même jusqu'à démissionner de son poste de porte-parole de la candidate. Eva Joly tente alors de rectifier le tir. Elle appelle finalement à voter François Hollande dans l'optique d'un second tour de la présidentielle. Eva Joly a repris ses propos, elle les a rectifiés, dont acte. Cet après-midi, l'état-major des écologistes a tenu une réunion d'urgence pour tirer les enseignements de ces couacs à répétition. Une campagne présidentielle, une campagne électorale, d'une manière générale, ça nécessite de la clarté. Et la maîtrise de la communication que nous appelons tous de nos voeux, elle passe par des messages clairs, sans ambiguïté, directs. Je crois qu'elle sera plus entourée et qu'il y aura une meilleure coordination entre le parti et la candidature. Demain, Eva Joly retourne sur le terrain. En déplacement en Bourgogne, la candidate sera très attendue sur la clarté de son message politique. Chantal Joanneau, vous regardiez le sujet avec un petit sourire. C'est du pain béni pour la majorité, cette affaire? Il ne nous appartient pas à nous de choisir entre les différents candidats des Verts. Hein. Ça, c'est leur affaire. C'est vrai que cet accord, je suis normande, donc je peux le dire, j'ai toujours pensé que c'était un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc c'est pas non plus un accord effectivement très, très clair. Mais c'est surtout grave sur le fond. Parce que, moi j'ai toujours été très convaincue par l'écologie, ça m'a valu quelques déboires. Mais je trouve que résumer l'écologie à être systématiquement anti-nucléaire, sans dire toute la vérité sur ce que comporterait même une réduction de 50% du nucléaire, c'est malhonnête. Et pour moi, l'écologie, ça ne se résume pas à ça. Il existe un débat sur le PR, ça peut être plutôt simple peut-être. Honnêtement, il n'y a qu'en France qu'on voit de tels débats aussi réducteurs sur les questions d'écologie, parce que ça va beaucoup plus loin. L'Allemagne a pris des mesures plus radicales que pour ou contre le nucléaire. L'Allemagne, elle n'est pas dans la même situation que la France sur le nucléaire, puisqu'ils n'avaient dans leur mix énergétique électrique que 25% de nucléaire quand on est à 78%. Pour eux, le coût est estimé, alors moi je prends les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui donnés par les experts, à 250 milliards. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire? Est-ce que le fait de réduire le nucléaire suppose de compenser, trouver d'autres formes d'énergie? On sait que si on développe au maximum les énergies renouvelables, on ne sera qu'à 23% de notre mix énergétique en 2020. Donc ça suppose de recourir au charbon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne, en émissions de gaz à effet de serre par habitant, est très au-dessus de la France. Ou alors, on réduit fortement notre consommation d'énergie. Et là, on tombe dans la décroissance. C'est le discours des Verts. Mais ils ne le disent pas jusqu'au bout. Ils le disent dans l'hémicycle. Ça oui, mais il faut le dire. Jusqu'au bout. On posait une petite question, ça c'est pour Eva Joly, mais il y a une autre personne qui s'est portée candidate, c'est François Bayrou. Et Alain Juppé a dit aujourd'hui, François Bayrou, candidat, bien sûr, oui, candidat. François Bayrou, candidat, Alain Juppé appelle à ne pas commettre l'irréparable face à François Bayrou et à ne pas, en gros, insulter l'avenir. Vous dites la même chose aujourd'hui ? Oui, François Bayrou est dans la continuité. Il a été effectivement à chaque fois candidat aux différentes... alors, il a dit qu'il allait être candidat d'ailleurs. Voilà. aux différentes élections présidentielles. Il porte une parole.
je crois que dans toutes ces élections présidentielles, le drame que l'on a, c'est toujours de s'invectiver, effectivement, de faire tourner les débats sur des questions de personnes. Toutes ces candidatures sont intéressantes si on arrive à vraiment distinguer ce qui clive entre une telle ou telle personne. C'est-à-dire quelles sont leurs idées de fond qui expliquent leur propre candidature. Eva Joly n'est pas forcément un candidat facile pour les socialistes, mais François Bayrou, à sa façon, n'est pas forcément non plus un candidat facile pour l'UMP. Oui, mais nous, on n'est pas dans des marchandages de 25 réacteurs versus 25 circonscriptions. Donc, on n'a pas de deal comme ça avec François Bayrou. On respecte sa candidature, mais on n'est pas là d'ores et déjà à dire on fait systématiquement un deal. Enfin, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On a l'habitude, j'allais dire, à droite, d'avoir des candidats comme François Bayrou. Donc, pour nous, on n'est pas dans la même logique. Enfin, et puis, franchement, c'est quelqu'un qu'on respecte. Hein. Il a eu un parcours politique exemplaire. On va s'intéresser au Sénat mercredi. La majorité socialiste au Sénat s'attaque au budget présenté par le gouvernement. Une fois de plus, c'est un texte complètement remanié qui a été voté. Les sénateurs de gauche veulent ainsi montrer, disent-ils, qu'en pleine crise, d'autres choix sont possibles. Le détail du vote, Elisa Bartholomé. C'est un véritable détricotage du PLF que la gauche sénatoriale a opéré. Elle s'est attaquée aux mesures phares mises en place durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. En premier lieu, la loi TEPA, symbole du travailler plus pour gagner plus du président de la République. Les sénateurs socialistes ont fait voter 2 amendements d'envergure, l'abrogation des heures supplémentaires défiscalisées, mais surtout la suppression immédiate du bouclier fiscal initialement prévu en 2013. Ils ont aussi créé une tranche d'impôt supplémentaire de 45% pour les revenus supérieurs à 100 000 € et voté la pérennisation de la contribution sur les hauts revenus. L'impôt sur les sociétés a été réformé. Conséquence, les grandes entreprises seront plus taxées. À droite, on condamne le jeu auquel s'est adonnée la majorité sénatoriale. La gauche a voulu faire une démonstration de sa majorité, en même temps démonstration en matière de politique fiscale. Autre sujet abordé par la gauche sénatoriale, la contribution des collectivités locales. Le Sénat a dit non à l'effort de rigueur de 200 millions d'euros demandé aux collectivités. Enfin, la taxe sur les boissons sucrées et les sodas, mesure du premier plan de rigueur de François Fillon, a été supprimée. Le PS a estimé que cette taxe n'entrait pas dans le plan national nutrition santé. Alors le détricotage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure un peu au début d'émission, c'est ce Sénat nouveau laboratoire du prochain candidat socialiste. Oui, c'est un exemple de ce qu'on vient de voir. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu dommage par rapport à l'engagement qui était celui du président du Sénat de ne pas en faire la chambre d'écho de Solferino ou du candidat socialiste. Donc en même temps, ils ont raison de faire leur proposition. Ils sont là pour. Pour nous, opposition, j'allais dire que l'intérêt, c'est que la campagne présidentielle commence ici. Ceci dit, en termes de mesures, vous évoquez la loi de finances, on peut évoquer aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et quand on combine les deux, effectivement, la logique, en fait, ce qui distingue nos deux logiques, on essaye de faire des efforts sur les dépenses, c'est grosso modo 50% du PLF et 25% du PLFSS, et de modérer les hausses d'impôts. Ils ne sont pas du tout dans cette logique, c'est on compense le déficit budgétaire uniquement par la hausse d'impôts. Donc résultat des courses, effectivement, on supprime la défiscalisation sur les heures supplémentaires, 9 millions de salariés qui seront concernés par cette mesure. On rétablit les droits de succession, vous ne l'avez pas cité, mais on rétablit les droits de succession. Sur l'impôt sur les sociétés... C'est deux visions de la France mais sur les impôts sur les sociétés, ça touche aussi les PME, ce qu'ils ont visé. Donc on est très clairement sur une logique qui revient toujours et systématiquement sur, de toute façon, il faut faire du partage du temps de travail ou de l'emploi public. Et c'est pas du tout ma logique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est deux visions de la société qui s'affrontent au Sénat. Je pense que ces recettes qui ont été celles d'une part de 80 et ensuite du mandat de Lionel Jospin n'ont pas marché. Le résultat de cette politique, c'est un endettement qui a été multiplié par 21 depuis 1980. Et c'est ce qui crée la crise d'endettement actuelle. Donc on ne peut pas reprendre systématiquement les mêmes mesures et revenir systématiquement, effectivement, sur d'anciennes politiques. C'est lancé pour 2012. Voilà, et on rappelle quand même que ce sont les députés qui ont le dernier mot dans cette affaire et que donc toutes ces mesures ne seront pas appliquées pour le prochain budget, bien sûr. Et devant les 3000 maires réunis à l'Élysée, on en parlait tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, ce mercredi, se dit contre le vote des étrangers hors Union européenne pour les élections municipales. Il réagit à une proposition de loi socialiste qui sera présentée au Sénat le 8 décembre prochain. Proposition hasardeuse, selon lui.
On l'écoute. Une telle proposition me semble hasardeuse. Parce qu'elle présente... Je voudrais terminer parce que c'est un sujet extrêmement important. Elle me semble hasardeuse parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de les rassembler. Chacun peut avoir ses convictions et de ce point de vue, il n'y a aucun délit d'idée, naturellement. Alors, retour en arrière, en 2005, le même Nicolas Sarkozy disait « Un étranger en situation régulière qui travaille, qui paie des impôts et réside depuis au moins 10 ans en France, il ne serait pas anormal qu'il vote ». Chantal Joanneau, laquelle des deux déclarations préférez-vous? Et sous condition de réciprocité, vous avez oublié aussi cette dernière condition qu'il avait posée. Ce que dit le président de la République, c'est que la proposition de loi dont on va discuter, il faut préciser, sans condition de ressources, sans condition de réciprocité, sans condition non plus de maîtrise de la langue. Je veux dire, un vote éclairé suppose au moins une maîtrise de la langue. Cette proposition de loi est dans le contexte actuel. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut en débattre de manière apaisée dans le contexte actuel? Est-ce que vous voyez vraiment que dans le contexte préélectoral, on peut en débattre? Donc ça, c'est déjà sur la forme. C'est clairement dans un coup politique que ce débat est engagé. Mais si les conditions étaient remplies, celle dont vous parlez, sur les conditions à remplir. En France, depuis 1795, on a toujours lié le droit de vote à la nationalité. Et on a une nationalité, contrairement aux autres pays d'ailleurs qui ont ouvert le droit de vote aux étrangers, dans lesquels il est extrêmement difficile d'avoir la nationalité, on a une nationalité aujourd'hui qui n'est pas fondée sur le droit du sang mais sur le droit du sol, donc on peut acquérir, pas relativement facilement, mais en tout cas on ne met pas des années et des années à l'acquérir. Et c'est vrai que je prendrais assez volontiers ce que disait Mazo sur ce sujet. On ne peut pas faire une sous-citoyenneté ou une citoyenneté au rabais pour une partie de notre population. Donc ça, c'est vraiment deux visions de fond qui s'opposent. Mais vraiment, je trouve que le débat qui est posé comme ça... Vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Nicolas Sarkozy en 2005-2007? Non, mais alors à l'époque, il disait qu'il s'interrogeait, qu'il se posait la question, qu'il n'était pas outrageusement, scandalisé par la proposition. Voilà comment il le définissait. Mais honnêtement, on s'est posé ce débat sans s'interroger sur les conditions d'obtention de la nationalité, sur la question de la maîtrise de la langue quand on vote. Mais en y sur mettant la question les conditions, de la vous ne seriez réciprocité. pas forcément contre, sur le principe? Sur le principe, on n'est pas forcément contre dès lors que les gens ont envie de participer à la vie publique. Alors, est-ce qu'on le fait sous la forme d'un droit de vote aux élections locales? Est-ce qu'on le fait comme les Allemands? Mais eux, ils ont une nationalité fondée sur le droit en partie, fondée sur le droit du sang, sous la forme de débats locaux dans des conférences locales municipales. Les modalités peuvent être discutées. Mais vraiment, certaines conditions et après 2012. Moi, je n'aime pas cette espèce d'hyperpolitisation du débat sur le droit de vote des étrangers. C'est vraiment, on fait de la politique Voilà, dans un cadre. Alors Chantal Joanneau, jeudi, Jean-Pierre Bel annonce une série de mesures pour un nouveau Sénat. À l'instar de l'Assemblée nationale, le Sénat verra son budget réduit de 3% dans le contexte actuel. Le nouveau président du Sénat veut un Sénat exemplaire, des économies, plus de transparence. Le détail des annonces signées Alexandra Colino. Ce sont des histoires de chiffres qui ne passionnent pas le nouveau président du Sénat. Je suis arrivé ici en tant que responsable politique. Je ne suis pas arrivé ici pour être le superintendant du Sénat qui doit se préoccuper de la cave, du grenier, se demander s'il ne faut pas repeindre la façade. Ce n'est pas tout de même l'essentiel de mes préoccupations. Pas l'essentiel, mais l'une des premières annonces depuis son élection. Le budget du Sénat de près de 330 millions d'euros sera réduit de 3%. Concrètement, les frais de déplacement des sénateurs, notamment dans le cadre de groupes d'amitié, seront diminués de 20%. Certains travaux seront gelés. Du côté des dépenses, outre la création du nouveau groupe parlementaire des Verts, il faudra financer une nouvelle commission permanente sur le développement durable. Chiffrée à 280 000 euros par Jean-Pierre Bel, elle fait grincer les dents de la nouvelle opposition. À mon avis, c'est des dépenses inutiles, surtout d'opportunités, pour donner des postes à certains qui en réclament. Jean-Pierre Bel veut aussi un Sénat transparent. Le budget sera désormais débattu en séance plénière. L'ordonnance de 1958 ne permet pas une telle disposition, mais qu'importe les modalités. Je sais que constitutionnellement,
En effet, il faut revoir cette ordonnance. De quelle manière faut-il s'y prendre? Je consulterai ceux qui ont une science beaucoup plus infuse que la mienne. Dernier point évoqué ce matin, la réserve parlementaire. Le président du Sénat a estimé qu'elle devait être répartie à la proportionnelle des groupes, même s'il s'en débarrasserait volontiers. 2 groupes de travail sont chargés d'étudier ces questions de dépenses et de transparence. Le premier bilan sera rendu à la fin de l'année. Faire des économies en temps de crise, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qu'annonce ici Jean-Pierre Bel. Et plus de transparence aussi, ça va dans le bon sens? Ça va dans le sens de l'histoire. D'ailleurs, Gérard Larcher avait déjà engagé cette mesure sur les économies du Sénat. Enfin, on n'est qu'à 3% de baisse du budget, donc ça va. Il n'y a pas... Mais pas au niveau des économies, ça va plus loin sur la réserve parlementaire, sur d'autres thèmes. Sur la transparence, oui, c'est le sens de l'histoire et l'éthique en politique. Je pense on devra aller de toute façon beaucoup plus loin. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on nos déclarations, que ce soit de patrimoine ou de conflit d'intérêts, soient totalement transparentes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis partie d'une génération qui ne voit pas le problème sur ces sujets-là. Ensuite, après, sur les décisions de fond, il y a 2 grandes décisions. Il y a la création du groupe à 10. Et puis, d'autre part, la question de la création d'une commission de développement durable. Sur ce deuxième point, le premier, c'est des arrangements entre eux. Ça, c'est leur problème. Le deuxième, c'est un vrai sujet de fond. C'est parce qu'on avait pris cet engagement dans le cadre du Grenelle pour l'Assemblée nationale, d'avoir une commission de développement durable qui soit une commission spécifique. À l'époque, moi, je pensais que c'était plutôt une bonne idée, d'ailleurs. Et plus maintenant. Mais en tant que ministre, je me suis rendu compte qu'on doublonnait systématiquement le travail, parce que, par exemple, les questions d'énergie, vous les mettez où? En général, elles sont dans la commission des affaires économiques. Vous ne pouvez pas parler d'écologie sans parler d'énergie. Donc, vous êtes obligé de vous présenter devant les 2 commissions et de débattre du texte devant les 2 commissions systématiquement. Donc, ça gêne le ministre en charge de ça gêne pas le ministre, ça gêne même de toute façon les rapporteurs et le travail et l'examen de la loi. Mais surtout, je trouve qu'aujourd'hui, sur les questions d'écologie, il faut avoir une vision transversale. Et quand on parle, le véritable enjeu de l'écologie aujourd'hui, c'est les questions d'urbanisme. C'est les questions de logement, c'est les questions de transport, c'est les questions de consommation. Et donc, c'est mieux de lier l'ensemble de ces débats et de ne pas les séparer. Mais moi, j'ai choisi de siéger. Alors, ils vont pas prendre des personnes dans d'autres commissions a priori. Moi, non, je suis aux affaires sociales. J'ai choisi de siéger dans les affaires sociales parce que je pense que la deuxième étape de la réflexion sur l'écologie, c'est la question de la solidarité et c'est sur les questions de société. Allez, on va terminer la semaine avec la disparition de Danielle Mitterrand, femme militante, femme engagée, femme de président atypique, farouchement attachée à son indépendance, qui disait profiter de son statut de première dame de France pour faire avancer ses combats, pas toujours conformes à la diplomatie du moment. Elle s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Elle ne laissait pas indifférente, elle provoquait l'admiration ou l'agacement. Vous-même, Chantal Joanneau, comment la perceviez-vous? Je l'ai connue puisqu'on a travaillé, on a échangé sur la question de l'eau et du droit à l'eau. Son dernier combat. Et effectivement, c'était un combat. Alors, on n'avait pas, sur les modalités, on n'avait pas exactement la même vision, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on partageait cette idée qu'il était totalement anormal que les Nations Unies, et notamment dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, ne place pas la question de l'eau et de l'accès à l'eau en tête de ses priorités, parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde, loin devant les guerres ou les maladies, ou le sida en l'occurrence. C'est la première raison qui fait que vous souffrez aujourd'hui de problèmes de développement ou de famine. Vous prenez une grande association comme Action contre la faim, 50% de ces actions, c'est la lutte contre la dénutrition, 50% c'est l'accès à l'eau. Et ce militantisme jusqu'au bout, vous l'admiriez chez une femme comme elle? C'était une femme dure, mais libre. Et je trouve que c'est le militantisme et l'engagement aujourd'hui, quelles que soient les couleurs politiques, je le respecte et je l'admire. Et ce que j'admire pas du tout, c'est les faiseurs de politique. Mais j'admire beaucoup l'engagement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. Et bien, sur ces mots, on va se quitter, se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même jour, même heure. Merci, au revoir. Au revoir.